La France est-elle une terre d'accueil pour les réfugiés? Derrière l'image d'Épinal se cache une machine administrative qui rend la tâche fastidieuse pour les demandeurs d'asile. Car déjà, pour les migrants, quand on débarque en France, qu'on ne parle pas français ou qu'on ignore même son droit à réclamer l'asile, suivre la procédure de demande d'asile, cela devient déjà nettement moins évident. Bref, nous allons le voir, devenir réfugié en France, c'est pas si simple que ça. Imaginons une personne entrée de façon irrégulière sur le territoire français. Si cette personne souhaite demander l'asile en France, elle doit se rendre à la préfecture pour déposer sa demande. À partir du moment où sa demande est déposée, la préfecture remet au demandeur d'asile une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'1 mois. Si la procédure est normale, le demandeur d'asile se voit proposer un hébergement en centre d'accueil des demandeurs d'asile. S'il accepte ce mode d'hébergement, il a également droit à une allocation temporaire d'attente. Le demandeur peut toucher une allocation mensuelle de subsistance. Enfin, il peut bénéficier de la couverture médicale universelle qui lui offre un accès gratuit aux soins. Lors du dépôt de la demande, les services de la préfecture procèdent également au relevé des empreintes digitales du demandeur d'asile. On vérifie que ces empreintes n'ont pas déjà été prises dans un autre État membre de l'Union européenne en les comparant avec les fichiers de la base de données Eurodac. Si les empreintes du migrant ont déjà été prises dans un autre pays européen, alors le règlement de Dublin oblige les États européens à rediriger le demandeur d'asile vers ce pays. Et c'est là qu'il devra faire sa demande. Mais pour éviter d'être fiché ou expulsé de France, de nombreux demandeurs se brûlent les empreintes digitales. Dans ce cas, le demandeur est orienté vers la procédure prioritaire. La procédure prioritaire concerne un quart des demandeurs d'asile. Les demandeurs sont redirigés vers cette procédure si on estime que leur demande est frauduleuse ou si la demande a été formulée depuis un centre de rétention administrative, lieu où sont enfermés les migrants en situation irrégulière interpellés par la police. La procédure prioritaire change bien des choses pour le demandeur d'asile. Aucun titre de séjour ne lui est délivré et il ne peut bénéficier d'aucun droit social. Le délai pour que l'administration traite sa demande est réduit à quelques jours, ce qui peut rendre plus imminente son expulsion. Enfin et surtout, la préfecture remet au demandeur d'asile le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. C'est l'OFPRA qui décidera de l'octroi du statut de réfugié. Dans son formulaire, long de 16 pages, le demandeur doit renseigner son état civil, une partie administrative, mais surtout un récit de vie précisant les raisons pour lesquelles la personne se sentait menacée dans son pays d'origine. Le tout doit être rédigé en français. Et bien souvent, les associations d'aide aux migrants assistent le demandeur d'asile pour remplir le formulaire. Elles lui procurent aussi une adresse sans laquelle il ne peut faire sa demande. Le délai entre la demande et son envoi à l'OFPRA est de 21 jours, si on considère la procédure normale. L'OFPRA, dès la réception du dossier, vérifie qu'il est complet et envoie au demandeur une lettre d'enregistrement. Cette lettre lui permet d'obtenir un récépissé autorisant le séjour, valable 3 mois et renouvelable tant que la procédure n'est pas achevée. L'OFPRA redirige ensuite le dossier vers l'un de ses officiers de protection, spécialisés par pays. L'officier mène alors une enquête pour déterminer si la demande d'asile est recevable. Pour le savoir, il dispose de documentation sur le pays concerné, mise à disposition par un service de l'OFPRA. Et dans la grande majorité des cas, l'officier convoque le demandeur d'asile à une audition pour réexaminer son dossier. Une fois son enquête achevée, l'officier remet le dossier à son chef de division. Ils discutent ensemble et prennent une décision. Cette décision est rendue publique quelques semaines après la délibération. Si l'asile est accordé, alors la personne obtient le statut de réfugié. L'octroi de ce statut est facilité si le demandeur a déjà de la famille proche réfugiée en France. Le demandeur obtiendra aussi plus facilement l'asile s'il bénéficie déjà de la protection du Haut Commissariat aux réfugiés, l'agence des Nations Unies en charge de la protection des réfugiés. Et dans tous les cas, si l'OFPRA considère que le demandeur correspond aux critères de la Convention de Genève, c'est-à-dire qu'elle est persécutée dans son pays en raison de sa race, son ethnie, sa religion ou de ses opinions politiques, alors l'asile sera accordé. C'est ce qu'on appelle l'asile conventionnel. La France dispose d'un second type d'asile prévu par la Constitution, mais qui n'est utilisé que dans 5% des cas. Il s'agit de l'asile constitutionnel. Elle s'applique aux personnes persécutées pour leur action en faveur de la liberté. Si le demandeur ne correspond pas aux critères du statut de réfugié, l'OFPRA peut néanmoins lui accorder la protection subsidiaire.
C'est-à-dire que quelle que soit sa provenance, l'OFPRA place sous protection subsidiaire une personne qu'elle estime menacée de peine de mort, de torture, de peine ou de traitements inhumains, ou un civil menacé dans un pays en proie à un conflit armé. Si l'OFPRA rejette la demande, alors le préfet peut à tout moment suspendre l'autorisation provisoire de séjour et adresser aux migrants une obligation de quitter le territoire. Si la personne déboutée est hébergée en centre d'accueil, alors elle doit le quitter dans un délai d'1 mois. Le migrant perd également toutes les prestations auxquelles il avait droit en tant que demandeur d'asile. Mais comme toute décision administrative, le rejet de l'OFPRA est contestable devant les tribunaux. Le tribunal des demandeurs d'asile s'appelle la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les demandeurs déboutés font appel. Ce recours donne lieu à une audience lors de laquelle la Cour peut prononcer un renvoi de l'affaire à une date ultérieure, mais elle peut aussi annuler la décision de l'OFPRA et octroyer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. En cas de rejet, la personne peut se voir dans l'obligation de quitter le territoire car sa situation redevient irrégulière. Néanmoins, il reste des possibilités afin d'éviter l'expulsion ou la clandestinité. Le demandeur peut faire appel de la décision de la CNDA auprès de la juridiction supérieure, le Conseil d'État. Mais cela reste très rare et seuls 29 pourvois ont été formulés en 2010. Mais les demandeurs peuvent formuler une seconde demande. Soit ils le font de façon frauduleuse en redéposant une demande sous un autre nom, soit ils le font légalement si les conditions dans leur pays d'origine ont changé ou si le demandeur dispose de nouveaux éléments dont il ne pouvait avoir connaissance lors de sa première demande. C'est ainsi que les procédures de demande d'asile peuvent être très longues. Il n'est pas rare de voir des personnes en procédure depuis plus de 10 ans. Une fois que le demandeur obtient le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, il doit se présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, pour un entretien lors duquel il signe un contrat d'accueil et d'intégration qui l'engage à suivre une formation civique et linguistique. Avec leur nouveau statut, le réfugié et la personne placée sous protection subsidiaire acquièrent de nouveaux droits. Ils sont libres de se déplacer sur le territoire français. Ils peuvent voyager en dehors de la France en faisant une demande de titre de voyage. Ils obtiennent le droit de travailler. Leurs conjoints et enfants sont en droit d'obtenir des papiers au nom du regroupement familial, mais sous réserve de respecter certaines conditions de logement et de revenus. Les personnes qui étaient en procédure normale peuvent prolonger leur couverture médicale universelle. Pour celles qui étaient en procédure prioritaire, elles peuvent désormais en faire la demande. Enfin, le droit aux aides versées par la caisse d'allocation familiale leur est ouvert. Mais il existe une différence de taille entre les papiers d'une personne reconnue réfugiée et ceux d'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire. En effet, le réfugié possède une carte de résidence valable 10 ans, tandis qu'une personne sous protection subsidiaire ne dispose que d'une carte de séjour temporaire valable 1 an. La première est renouvelable automatiquement, et la seconde peut être retirée si la personne ne respecte pas la loi ou si les circonstances qui avaient justifié la protection ont changé. Un coup d'œil maintenant sur les chiffres. Rien qu'en 2010, ce sont plus de 52 000 demandes qui ont été adressées à l'OFPRA. Sur ces 52 000 demandes, l'OFPRA a rendu 48 000 décisions. Elle a rendu 4 000 décisions d'asile et 1 000 de protection subsidiaire. C'est-à-dire qu'elle a refusé d'accorder un statut à plus de 32 000 personnes. Notons que parmi les 48 000 décisions rendues, 10 000 concernaient des mineurs dont les dossiers ont été traités en même temps que ceux de leurs accompagnateurs. Les autres demandes n'ont pas pu être traitées car des dossiers étaient incomplets et à cause du manque de personnel. Parmi les 32 000 déboutés de l'OFPRA, plus de 85% ont recours à la CNDA, le tribunal des demandeurs d'asile. Et dans 15% des cas, les décisions de rejet de l'OFPRA sont annulées. Ainsi, la Cour a octroyé environ 4 200 statuts de réfugiés et environ 1 000 protections subsidiaires. Par contre, elle a confirmé plus de 23 000 décisions de rejet de l'OFPRA. Au final, ce sont donc plus de 10 000 personnes sur 52 000 demandeurs qui ont obtenu une protection de l'OFPRA. Au total, 160 000 personnes vivent en France sous la protection de l'OFPRA. 150 000 sont réfugiés et 10 000 bénéficient de la protection subsidiaire. 160 000 personnes, cela représente 1% des 15 millions de réfugiés à l'échelle mondiale.